Alors bonjour tout le monde, rebonjour pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, enfin la vidéo précédente aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup on continue le cours de la dernière fois que j'avais décidé de diviser la première partie finalement en deux diapos parce que c'était un peu long autrement. Donc la dernière fois on s'est arrêté après avoir fait une brève analyse de l'introduction du film 99 francs. Film de Yann Kounen, il me semble. Euh, alors, euh, ça nous a permis de voir plusieurs choses concernant le désir, et notamment de faire un parallèle avec le milieu de la publicité. Ok. Et on avait donc dit que le désir concerne tous les hommes et que l'homme désire en permanence. C'est les deux premières choses importantes qu'il fallait retenir de ce premier cours. Alors, le point qu'on va voir là maintenant, c'est le désir comme manque. On a commencé à l'évoquer avec l'étymologie du mot, ou en tout cas une étymologie euh, possible, avec sidus, qui faisait référence au fait de vouloir atteindre les étoiles, et donc... euh, attendez, je me trompe. Non, pardon. C'était la première étymologie, donc du latin desiderare, qui signifiait regretter l'absence d'une chose, et donc qui renvoyait le désir au sentiment de manque. Et d'ailleurs, on va faire donc la transition avec le milieu de la pub, puisque comprenez bien que si la publicité fonctionne aussi bien chez nous, chez les hommes, eh ben c'est en grande partie parce qu'elle nous fait croire que tel ou tel objet qu'elle essaye de nous vendre va nous manquer. Vous comprenez? C'est-à-dire que, en fait, quand une publicité nous présente, par exemple, les nouvelles super fonctionnalités du dernier iPhone, eh ben, elle nous envoie un message très clair. Et ce message, c'est si vous n'avez pas ce téléphone, euh, le vôtre n'a pas ces fonctionnalités. Donc, ces fonctionnalités vont vous manquer. Et demain, c'est bientôt peut-être vos amis, votre famille, vos proches qui pourront prendre, par exemple, des meilleures photos que vous, qui pourront avoir un téléphone plus puissant, télécharger de nouvelles applications, etc., etc. Et c'est comme ça que fonctionne en grande partie le mode de consommation dans lequel on vit. C'est que si les gens changent de téléphone, le téléphone est un bon exemple, les gens changent de téléphone de manière très régulière, tout simplement, pas parce que le téléphone est mauvais, mais tout simplement parce qu'il manque de puissance. Parce que, pardon, parce que, euh, parce qu'il est plus, voilà, c'est pas le dernier cri, il suffit que quelques personnes dans l'entourage aient ce dernier cri pour que nous on se sente lésés de ne pas l'avoir, chose que nous rappelle en particulier la pub en permanence. Euh, Elle nous montre, voilà, elle va nous montrer des gens qui ont l'air très heureux avec ce nouveau téléphone, etc., etc. Dites-vous bien que ce qui est dingue, c'est qu'en réalité, euh, imaginez-vous qu'il y a 10 ans, il aurait été, donc en 2010, il aurait été incroyable d'avoir un téléphone sorti en 2015, puisque ça aurait été un téléphone du futur. Mais aujourd'hui, en 2020, c'est nul d'avoir un téléphone de 2015. C'est en réalité absurde. Vous comprenez bien que ça ne dépend pas de l'objet. L'objet en lui-même n'a pas changé. S'il était bien en 2010 d'avoir un téléphone qui aurait eu des fonctionnalités de celui d'en 2015, par exemple, s'il aurait été bien en 2010, je sais pas, imaginons qu'en 2010 ce soit l'iPhone 4. iPhone 4, imaginez quelqu'un arrive avec l'iPhone 6 en 2010, incroyable, il peut faire plein de trucs, c'est génial. Aujourd'hui, avoir l'iPhone 6, c'est pas top parce qu'on est rendu à l'iPhone 10 ou 11 ou je ne sais combien. Donc vous comprenez bien que ça ne dépend pas de l'objet, mais de ce qu'on projette en l'objet. Et ça, c'est quelque chose que la pub utilise pour nous donner envie d'acheter, de consommer. Voilà. Et effectivement, donc la pub illustre le désir comme manque. Et c'est en effet une des caractéristiques essentielles du désir, c'est que on désire toujours
quelque chose que l'on n'a pas. Forcément. Et donc, le désir exprime effectivement toujours un manque. C'est pas possible autrement, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas désirer quelque chose qu'on a. Si, là, vous voulez, on garde l'exemple des téléphones, vous voulez le dernier iPhone. À partir du moment où vous l'avez, vous ne pouvez plus le désirer. Vous pouvez désirer un objet que dans la mesure où il ne vous appartient pas encore. D'accord ? Gardez, si vous avez un sujet sur le désir un jour, gardez toujours ça en tête, c'est une des dimensions essentielles du désir, parce que c'est une des dimensions les plus paradoxales. C'est que le désir existe finalement toujours par l'absence. Voilà. Et du coup, on peut se demander finalement si le désir existe véritablement. L'objet du désir, est-ce qu'il existe véritablement, vu qu'il ne peut jamais être assouvi. C'est très étonnant. Je m'étais fait la réflexion que la cigarette, c'est probablement un exemple parfait du désir. Si ça peut vous aider, s'il y a des fumeurs parmi vous, j'espère pas, parce que vous êtes jeune, et je vous déconseille de vous mettre dans ce poison qu'est le tabac. En tout cas, la cigarette, ça peut vraiment être vu comme le désir parfait, c'est-à-dire que un fumeur désire fumer en permanence, c'est-à-dire que la cigarette c'est toujours une envie, quasiment toujours une envie pour lui. Donc il a ce désir d'allumer sa cigarette, mais c'est très rare qu'une cigarette nous satisfasse. En réalité, quand on l'allume, on se rend plutôt compte que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça n'a pas un très bon goût, ça brûle la gorge, ça pique, enfin bref, c'est dégueulasse. Et donc on s'en rend compte quand l'objet du désir est assouvi. On a pu désirer une cigarette pendant 6 heures, on peut enfin la fumer, on la fume, et on n'est pas satisfait. Et du coup, c'est très étrange, c'est comme si on s'était trompé sur l'objet. Bon, éventuellement, ça peut arriver. Mais quand la cigarette est terminée, puisqu'on la fume quand même en entier, et quand la cigarette est terminée, elle nous manque de nouveau. Vous comprenez ? Parce que tout d'un coup, on l'a plus. Je trouve cette analogie de la cigarette, si en tout cas, si elle vous parle, je la trouve intéressante. Voilà. Elle peut vous aider donc à comprendre le désir comme manque. Donc, je vais vous donner un exemple un peu plus philosophique. Ça se trouve dans le banquet de Platon. On reparlera du banquet, donc je vous fais... en fait, le grand 2 du cours sera sur le banquet. Parce que c'est vraiment une œuvre qui me semble intéressante pour traiter la notion de désir. Là, pour le moment, je vous fais juste un petit... Donc, on reverra ça plus en détail, mais je vous fais un petit récapitulatif. Le banquet, en gros, c'est l'histoire d'une soirée, d'une grosse soirée pendant la Grèce antique, à laquelle aurait assisté Platon, avec Socrate, Aristophane, Phèdre, enfin bref, plein de personnages de l'époque. C'est l'occasion pour eux, en fait, se lance un débat sur la question de Eros, le dieu de l'amour. Et donc, c'est une œuvre de Platon qui traite essentiellement du désir amoureux. Alors, dans le banquet, donc on l'étudiera plus tard, mais il y a un passage qui est important. Donc, je vous le note, citation 200A-200E, donc ça se trouve entre ces deux-là. Ça, c'est quand vous avez des chiffres comme ça, les œuvres de Platon, elles sont référenciées comme ça, c'est-à-dire que n'importe quelle édition, vous avez la référence normalement d'un chiffre et d'une lettre, et donc vous pouvez retrouver dans n'importe quelle édition ce passage-là, par exemple. Et donc c'est Socrate qui dit, je vous lis le passage. « Si en effet, reprit Socrate, un homme fort voulait être fort, un homme agile être agile, un homme bien portant être bien portant. Peut-être pourrait-on croire que les hommes qui sont tels et possèdent ces qualités et autres semblables désirent encore ce qu'ils ont déjà. C'est pour ne pas tomber dans cette illusion que j'insiste. Pour ces gens-là, Agathon, si tu veux y réfléchir, il est nécessaire qu'ils aient au moment présent chacune des qualités qu'ils ont, qu'ils le veuillent ou non. » Et donc là, c'est là où ça devient important.
Comment donc pourraient-ils désirer ce qu'ils ont? Et si quelqu'un soutenait qu'étant en bonne santé, il désire être en bonne santé, qu'étant riche, il désire être riche, et qu'il désire les biens mêmes qu'il possède, nous lui répondrions, toi l'ami, qui jouis de la richesse, de la santé, de la force, tu veux jouir de ces biens pour l'avenir aussi, puisque dans le moment présent, que tu le veuilles ou non, tu les possèdes. Vois donc, quand tu prétends désirer ce que tu as, si tu ne veux pas précisément dire « je veux posséder aussi dans l'avenir les biens que je possède maintenant ». Et du coup, on retrouve, voilà, à travers cet extrait que je vous conseille de relire, hein, l'idée qu'il est absurde de vouloir désirer ce qu'on a déjà. Alors, je vois venir des réflexions qui seraient justes sur typiquement le désir de richesse. Hein. Il est de notoriété publique que plus on est riche, plus on a envie d'argent. C'est un fait que précise Socrate finalement à la fin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre l'état psychologique dans lequel la personne est, qui pourrait désirer plus de richesse, effectivement, même si elle est déjà très riche, mais qui pourrait désirer plus de richesse dans l'avenir, parce que finalement la richesse qu'elle a acquise aujourd'hui ne lui suffit plus psychologiquement. Mais il serait toujours autant absurde en réalité de penser que cette personne-là, imaginez que vous ayez 1 million d'euros, c'est absurde de désirer avoir 1 million d'euros si vous les avez déjà. Vous pouvez vouloir 1 million d'euros supplémentaires, mais vous ne pouvez pas vouloir ce que vous avez déjà. Bon, voilà, ça je pense que c'est compris. Le désir comme manque, c'est une des dimensions essentielles. Ça nous amène donc au point suivant. On va constituer un début de problème, c'est-à-dire que finalement, le désir, on pourrait donc le définir à partir de maintenant comme un état mental familier à tous, okay, concernant tous les hommes, donc ça on l'a déjà dit avant. Et donc on va commencer à prendre des exemples concrets. Par exemple, on peut dire je veux du thé, voilà. Je désire boire du thé. Ok, très bien, c'est quelque chose qui nous est très familier, il n'y a pas de difficulté avec ça. Et justement, cette familiarité avec cet état mental, avec ce genre d'expression comme je veux du thé, j'aimerais faire ceci, je voudrais faire cela, cette familiarité du coup avec cet état mental, elle rend une théorie du désir très difficile à mettre en place. Parce que, en fait, si le mot lui-même fait référence à un état mental que l'on connaît tous, et ben, il peut parfois... il paraît utile ou normal de se demander en tout cas si l'usage du mot ne nous fait pas confondre différents états mentaux. Donc l'usage du terme désir est-il correct? Et est-ce qu'on ne confond pas différents états mentaux par son utilisation? Je m'explique. Par exemple, on vient de donner l'exemple, je veux du thé. Ok, très bien. Pas de difficulté. Donc, la question là que je pose, c'est est-ce que désirer de l'eau et est-ce que désirer mourir, c'est la même chose? Est-ce qu'il s'agit du même état mental? Alors que c'est deux choses qui nous paraissent différentes, on peut multiplier les exemples. Est-ce que désirer voilà, un objet quelconque, désirer avoir un bel appartement et désirer faire une carrière dans le cinéma, est-ce que c'est la même chose? Eh ben, c'est la question qu'on va se poser. Et du coup, on va commencer à essayer de dissocier le désir de ce qu'il n'est pas. C'est ce qu'on appelle ça, ça serait une sorte de définition par la négative, et donc c'est le point suivant. On va essayer de faire ici voilà, une définition par la négative. Donc on va essayer de définir le désir, de préciser les formes du désir, si vous voulez, en enlevant tout ce à quoi il pourrait faire référence, mais avec quoi il ne faut pas le confondre. Et donc la première chose, c'est qu'on va s'intéresser au désir et aux besoins, qui est
à mon avis, l'état mental le plus proche de celui du désir. Donc, première chose sur le besoin, c'est que l'homme, il a, à l'instar de tous les êtres vivants, il a des besoins vitaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu, enfin déjà que vous savez, mais c'est quelque chose qu'on a vu également à travers les notions techniques de travail, de conscience. C'est que l'une des particularités de l'homme, elle ne se situe pas dans le fait d'avoir des besoins. Donc oui, il en a. Et donc, puisque c'est commun à tous les animaux, à tous les êtres vivants, finalement, tous les êtres vivants ont des besoins pour vivre. Et donc la particularité de l'homme ne se situe pas dans le fait d'avoir des besoins, mais dans la manière de les satisfaire. Parce que rappelez-vous, chez l'homme, la réponse aux besoins, elle ne se fait pas de manière... En tout cas, elle ne se fait pas systématiquement de manière innée, instinctive. Alors, évidemment, il y a une réponse physiologique, biologique, aux besoins qui est présente chez l'homme aussi. Par exemple, si on a très faim, si on est affamé, c'est l'envie de faim qui va l'emporter sur toute rationalité. Okay, donc il y a quand même de l'instinct chez l'homme. Mais à ce besoin purement biologique, purement vital, par exemple j'ai faim, donc je mange, et ben, il y a des précisions conscientes qui peuvent s'ajouter. Okay, et donc c'est une particularité chez l'homme parce que cette réponse aux besoins vitaux est en partie consciente. Donc la manière dont il répond à ses besoins vitaux, elle est en partie consciente. Et ce qu'on a vu, par exemple, la technique, c'est-à-dire que l'homme, il ne va pas simplement creuser un terrier ou se planquer dans une grotte, il va construire une maison. Et cette maison, eh ben, s'il a le temps, s'il a les moyens, il peut envisager de la construire un peu comme il veut, comme elle va lui plaire. Et donc il peut désirer que sa réponse à ses besoins soit personnalisée, en quelque sorte. Prenons des exemples concrets. Donc, j'ai faim, je mange. Ok. Mais si je dis j'ai faim, je mange une bonne tarte. Eh ben, rechercher de la bonne nourriture, on est d'accord que c'est pas nécessaire pour assouvir un besoin. On n'a pas besoin de manger quelque chose de bon, quelque chose qui fait plaisir pour survivre. Donc on n'est plus dans les besoins vitaux. Vous voyez la différence ? On n'est plus dans les besoins vitaux si on recherche quelque chose qui nous ferait plaisir. Et, bon, ça ne veut pas dire, il n'y a aucune raison en tout cas de s'imaginer qu'on puisse s'en passer, hein, et c'est normal de désirer quelque chose de bon quand on a faim. Okay, mais c'est déjà une distinction, c'est-à-dire que le besoin vital, il se contente de nourriture, il se contente d'eau, il se contente de ce qui est le plus simple, mais quand on ajoute des précisions, et quand on ajoute un certain jugement de goût pour des choses que l'on aime, là, on va commencer à tomber dans quelque chose qui est plus que du besoin, parce que c'est pas nécessaire d'avoir de la bonne nourriture pour se sustenter. Ok ? Donc, la distinction, donc, pour conclure sur cette distinction besoin-désir, la distinction habituelle entre besoin et désir, c'est donc que le besoin, c'est une nécessité vitale. Le besoin, c'est une nécessité vitale. Je pense que le terme est clair pour tout le monde. Hein, c'est nécessaire à notre survie, à notre vie. On ne peut pas se passer des choses qu'on appelle les besoins. Et à l'inverse, le désir, c'est une recherche d'un objet contingent qui peut être lié à une nécessité vitale, mais objet contingent, alors contingent, ça veut dire qu'en gros qu'il peut changer. C'est-à-dire que, par exemple, moi je vais désirer manger une tarte aux pommes parce que c'est ce dont j'ai envie actuellement. Vous allez peut-être désirer manger un poulet. Vous voyez, c'est changeant selon les personnes. Ça peut varier. Alors que le fait de manger, le fait de devoir manger, lui, il est le même pour tous les humains. Il n'y a aucun humain qui est né avec le non-besoin de manger. Okay, et donc, un objet contingent, c'est-à-dire que l'objet du désir, il est propre à chacun. Et l'objet du désir, là, pour moi, ça serait la tarte aux pommes, pour vous, ça serait le poulet. Ok.
Retenez ce terme de contingent. Il s'oppose en particulier au terme de nécessaire, justement. Une nécessité, quelque chose de nécessaire, quelque chose de contingent, c'est un couple de termes qui s'opposent. Voilà. Et du coup, ça nous fait apparaître une nouvelle dimension à la notion de désir. C'est que le désir s'augmente tout seul, il n'est jamais satisfait. Contrairement aux besoins. Alors, là, le saut de pensée, il est peut-être un peu rapide. Je vais vous expliquer comment on a pu passer du fait de dire besoin, nécessité vitale, désir, recherche d'un objet contingent à le désir n'est jamais satisfait. Alors, on va prendre un exemple concret. Si vous avez faim, et ben le fait de manger, ça va logiquement faire baisser votre besoin de manger. Mais si vous désirez manger un bon repas, et ben finalement le fait de désirer quelque chose que vous aimez, par exemple un bon goût, dans un repas, et ben ça va augmenter le désir de manger. Ça va le cultiver, ça va l'amplifier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on cherche toujours à satisfaire ses plaisirs en mangeant, plaisir gustatif là en l'occurrence, eh ben on aura plus souvent envie de manger. Si vous mangez, c'est très simple en fait. L'idée c'est que si vous mangez que des choses que vous aimez pas, vous mangez que du riz blanc, sans sauce, sans rien. Les repas ils vont commencer à devenir beaucoup moins agréables. Et faites l'expérience, hein. Vous pouvez le faire si vous voulez vivre la philosophie. Allez-y, vous mangez pendant une semaine, vous mangez que du riz, le matin, le midi, le soir. C'est intéressant, il y a des gens qui mangent que ça toute la journée. Et il y a une grande partie de la population qui n'a pas les moyens de manger des choses plus fun que du riz blanc. Et ben, je peux vous assurer que vous allez très vite réduire les repas et que vous allez très vite vous contenter de manger quand vous avez réellement faim. Alors que pour beaucoup d'entre nous, vu qu'on a la chance de faire partie de la très faible pourcentage de la population la plus aisée, on a la chance de pouvoir manger des choses qui sont bonnes, qui sont cuisinées, qui sont raffinées. Mais du coup, on mange pas que quand on a très faim. Vous êtes d'accord avec moi? On mange en plus à des heures régulières, on se dit voilà, on essaie de varier les plaisirs, etc. Et du coup, ça augmente le désir de manger. On a d'autant plus envie d'aller à table que le plat qu'on va manger va être bon. Et donc c'est exactement l'inverse du besoin finalement. Le besoin, quand il est assouvi, il s'annule. Le désir, quand il est assouvi, il s'augmente. Plus on mange des choses bonnes, plus on a envie de manger des choses bonnes. Plus on mange des choses dégueulasses, moins on a envie de manger tout court. C'est aussi simple que ça. Pour illustrer cette image, il y a un exemple dans Platon, encore une fois. C'est l'image du tonneau percé. Alors, l'image du tonneau percé de Platon, ça vient du... Alors, ça peut faire référence au tonneau des Danaïdes. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Le tonneau des Danaïdes, c'est l'histoire de deux frères. J'ai pas les noms en tête, hein, c'est un mythe grec. C'est l'histoire de deux frères qui... Alors il y en a un qui a 50 garçons et l'autre qui a 50 filles. Ok. Et en gros, les 50 garçons vont vouloir se marier aux 50 filles. Je vous la fais très courte, les 50 filles vont tuer, elles ne veulent pas, et donc elles vont profiter de leur première nuit de noces, entre guillemets, pour tuer leur mari. Et ne pas avoir à subir ce mariage forcé. Et donc elles se retrouvent, les 50 nanas, en enfer, et leur punition en enfer, c'est de devoir remplir en permanence un tonneau percé. C'est une image que je vous ai mis en fond là sur le diaporama. C'est une peinture représentative de ce mythe-là. Alors, ce mythe-là, il peut être interprété de plusieurs manières différentes, hein, notamment le côté complètement absurde
de la tâche, c'est remplir un tonneau qui ne pourra jamais être rempli finalement. Je vous l'évoque parce que l'image du tonneau percé de Platon dont je vais vous parler maintenant fait beaucoup penser à ça, moi je trouve. Alors, l'idée, c'est dans le Gorgias, si vous voulez retrouver le passage, Gorgias 493D, 494A. L'idée, c'est de dire que de représenter l'état de bonheur avec un tonneau qui reste plein. On a un tonneau, si le tonneau est plein, c'est l'état de plénitude, donc on est heureux. Et si le tonneau est partiellement vide, ou vide, c'est que les désirs sont insatisfaits, c'est l'état de manque. Il nous manque des choses pour être heureux, donc nous, on est le tonneau. Et donc le fait de remplir le tonneau, s'il est vide, c'est remplir son existence de plaisir et donc combler ses désirs. Ok ? Et donc, à première vue, pour pouvoir parvenir au bonheur, au tonneau plein, s'il est partiellement vide, il suffit de le remplir. Remplir son existence de plaisir, répondre à tous ses désirs, et c'est comme ça qu'on va remplir peu à peu le tonneau jusqu'à atteindre l'état de plénitude. Le problème, nous dit Socrate, c'est que en réalité, nous, on n'est pas comme des tonneaux, on est plutôt comme des tonneaux percés, justement. Et donc, comme le tonneau est percé, on aura beau continuer à remplir le tonneau, et ben, il ne sera jamais plein. Et on aura toujours à remplir notre existence avec des nouveaux plaisirs en répondant à des nouveaux désirs. Alors, l'idée, elle est intéressante, parce que pour moi, il ne faut pas s'arrêter à cette analyse. C'est-à-dire que, pourquoi Socrate, dans le Gorgias, nous dit que on doit préférer Enfin, en gros, qu'il est absurde et que ça ne nous rendrait jamais heureux de remplir un tonneau percé. C'est-à-dire qu'en réalité, la première chose dont il faut s'occuper, à mon avis, c'est pas justement de remplir notre existence de plaisir, mais c'est déjà de se rendre compte si on n'est pas, entre guillemets, percé. C'est-à-dire si on est capable de se satisfaire déjà de ce qu'on a et si on a une vie assez stable, assez mesurée pour pouvoir nous contenter des choses qui pourraient nous rendre heureux. Il est probable qu'on pourrait même pousser l'analyse en disant que finalement il y a certains plaisirs qui finissent par nous percer nous-mêmes. Et donc il y a certaines choses qu'on pourrait mettre dans le tonneau qui finiraient par l'abîmer et par le percer, et donc qui rendraient la tâche inutile, alors qu'on peut au contraire peut-être mettre des choses moins intéressantes dans le tonneau, mais au moins des choses qui ne vont pas l'abîmer, qui vont pas donc par voie de conséquence nous rendre malheureux. Voilà, je ne sais pas si cette image est claire, mais si elle l'est, en tout cas, elle permet d'aider à comprendre pourquoi le désir se distingue du besoin, et notamment par le fait qu'il est constamment insatisfait. Et donc, en ce sens-là, si on s'en tient à ça, le désir, finalement, ça semble être un concept qui est en lui-même paradoxal. Parce qu'il semble transformer les simples besoins en leur donnant une valeur positive. Ça veut dire, il transforme les choses, les nécessités vitales, il peut les transformer en les rendant agréables pour le sujet, pour la personne qui les vit. Et d'un autre côté, il grossit artificiellement ces mêmes besoins, même les plus simples, et peut même nous faire tomber dans le manque de contrôle. Hein. La boulimie, l'envie de toujours avoir plus, finalement, toutes ces caractéristiques sont assimilées à des péchés dans la religion chrétienne, sont liées à des désirs de la luxure, la vanité, l'envie, enfin bref. Tout ça, ça nous donne une image assez paradoxale du désir qui est à la fois positive parce que on désire ce qu'on aime et donc finalement
ça transforme le simple besoin en quelque chose de plus beau, de plus agréable. Et c'est donc plutôt le côté, vous vous rappelez, un niveau étymologique, plutôt le côté si douce, essayer d'accéder aux étoiles, donc c'est un bel objectif finalement, le désir. En tout cas, il nous donne un bel objectif. D'un autre côté, il se voit toujours insatisfait. Voilà. Je vous mets le tableau avec une petite citation de Socrate par rapport à ce qu'on vient de dire. L'âme déréglée est comme un tonneau percé, à cause de sa nature insatiable. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de voir. Bon, la qualité de la peinture de fond est pas top. Désolé, je ne maîtrise pas tous les outils, puis avec le temps limité, ça prend du temps de faire ces diapos. Et, du coup, je suis désolé si la qualité n'est pas toujours top. Hein. J'aimerais faire mieux, mais c'est un peu un travail d'urgence. Voilà, bon courage pour vos autres cours. Et puis à bientôt. Au revoir.